Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, la commission Vérité et Réconciliation rencontre la diaspora. L'objectif étant d'inclure tous les Burundais dans le processus de réconciliation. Au Mali, remaniement du gouvernement de Modibo Keïta pour la première fois. Un membre de l'Azawad fait son entrée au sein de l'équipe gouvernementale. Et puis, la Côte d'Ivoire a abrité une compétition de lutte traditionnelle nigérienne à l'occasion de la fête du Ramadan. L'occasion pour la communauté nigérienne de Côte d'Ivoire de célébrer le sport le plus populaire dans leur pays. La commission Vérité et Réconciliation, présidée par Monseigneur Jean-Louis Naïmana, va à la rencontre de la diaspora burundaise. Objectif, inclure tous les Burundais dans le processus de réconciliation. Pour cela, la commission va rencontrer et recueillir les dépositions des Burundais, témoins ou victimes d'exactions commises sur la période de 62 à 2008. Corinne Kandem. La commission Vérité et Réconciliation à la rencontre de la diaspora burundaise. Dans son souci d'inclure tous les Burundais dans ce processus de réconciliation, la plateforme a entamé sa tournée européenne ce vendredi 8 juillet 2016 à Paris, la capitale française. La commission prévoit également de se rendre en Belgique, en Espagne et en Italie. Les travaux des commissaires de la commission Vérité et Réconciliation couvrent la période de 1962 à 2008. Objectif : aider les Burundais à faire face à leur passé de façon critique afin de reconnaître les causes des violences et établir les responsabilités juridiques pour que de tels faits ne puissent se reproduire dans le pays. Si l'initiative de cette commission prévue par les accords d'Arusha est mise sur pied en mai 2014 est louable, des interrogations ont néanmoins été soulevées concernant le choix de la période couverte par ces travaux, à savoir pourquoi les crises de 2010 et de 2014 n'ont pas été incluses. La date décembre 2008, date qui est considérée comme fin de la belligérance au Burundi. C'est avec cette date que la dernière faction armée, dirigée par Agathon Rwasa, a accepté de déposer les armes et signer les accords de paix. Le législateur, celui qui a rédigé la loi, ne pouvait pas prévoir qu'en 2015, il allait y avoir une crise, celle que traverse le Burundi aujourd'hui. Souvenez-vous que la commission a été mise en place en 2014. Cette commission, composée de 11 personnes, rencontre de nombreux défis dans l'accomplissement de sa tâche. En effet, la crise sociopolitique que traverse actuellement le Burundi entrave son travail d'investigation. L'environnement sociopolitique vraiment n'est pas, je dirais, très favorable. C'est un défi qui est là. Mais dire que c'est un défi, c'est pas dire que c'est un obstacle. Donc la commission doit, réussir le tour de force, se positionner par rapport à la situation actuelle et pour essayer d'interagir avec le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Outre la question de l'indépendance de la commission de vérité et de réconciliation, reste celle du financement. Il faut, selon les autorités, au moins 34 millions de dollars pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Aussi, afin de mener à bien sa tâche, les travaux sont subventionnés en partie par l'État burundais, ainsi que par des partenaires techniques et financiers tels que l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme et le Programme des Nations Unies pour le développement. Relancé en mai après plusieurs mois de blocage, le dialogue de sortie de crise au Burundi, prévu pour ce samedi à Arusha en Tanzanie, a été reporté au mardi 12 juillet prochain. Le Burundi a plongé dans une grave crise émaillée de violence lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 pour un troisième mandat avant d'être réélu en juillet dernier. Au Mali, remaniement du gouvernement, ce sont 34 ministres aujourd'hui contre 32 dans le précédent. Autre fait marquant, l'entrée des membres des groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme de Bamako. Mokhtar Barine, notre correspondant au Mali. Au Mali, le Premier ministre a remanié son gouvernement ce jeudi 7 juillet 2016. Troisième gouvernement de l'ère Modibo Keïta, la nouvelle équipe compte 34 ministres contre 32 précédemment. Ce remaniement plusieurs fois reporté marque l'entrée au gouvernement de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme proche de Bamako.
Les Maliens espèrent que leur présence permettra une avancée du processus de paix. Ça encourage les Maliens parce que ce gouvernement renferme des cadres valables qui viennent des institutions internationales à beaucoup d'autres choses. Nous pensons que ce gouvernement va être à la hauteur des missions qu'on leur confiera. Personnellement, je salue l'entrée de la CEMA et de la plateforme dans ce nouveau gouvernement. C'est ce que tous les Maliens attendaient pour qu'on puisse accélérer le processus de réconciliation et de paix au Mali. Par rapport à la mise en place des autorités intérimaires, il y a eu des blocages, ceci, cela. Il y a 2 semaines déjà, ils avaient claqué la porte. Mais peut-être avec leur entrée au gouvernement, tout ça, ça pourra un peu rentrer dans l'ordre et puis accélérer le processus de la mise en œuvre de l'accord. Je crois que le Premier ministre devait démissionner d'abord et le président Ibrahim Boubacar Keïta va faire la consultation des partis politiques, des sociétés civiles, même de la presse, pour former un nouveau gouvernement de combat. Parce que le moment là, c'est un gouvernement de combat que le Mali a besoin. On note l'entrée de 9 nouveaux ministres et 7 départs, dont des ténors comme Choguel Maïga de la communication, Draman Dambélé de l'habitat et de l'urbanisme et Zahabi Ould Sidi Mohamed de la réconciliation nationale. Le nouveau gouvernement a été mis en place dans le contexte de la promesse tenue par le président de la République dans le cadre du processus d'Alger et en particulier l'accord de Bamako. Et donc la communauté internationale attendait une certaine ouverture pour que les dividendes de la guerre pour les groupes rebelles soit effectif. Le retour d'anciens ministres et proches de l'ex-président Amadou Toumani Touré, mais aussi l'entrée du célèbre avocat malien Maître Ismaïla Konaté à la justice sont des faits marquants de ce remaniement. 8 femmes siégeront désormais dans ce gouvernement. Entre revendications des groupes armés et recrudescence des attaques terroristes, les attentes des Maliens sont multiples pour un retour rapide de la paix dans le pays. Le nouveau code de communication très controversé a été adopté à l'Assemblée nationale malgache dans la nuit de ce jeudi 7 juillet. Après une semaine de lutte acharnée, les journalistes n'ont donc pas obtenu gain de cause. Le texte controversé prévoit des peines d'amende lourdes pour certains délits commis par voie de presse et notamment la diffamation. La lutte traditionnelle est un sport très populaire au Niger. Partout où il se trouve, les Nigérians ne ratent aucune occasion de voir des lutteurs à l'œuvre. Cela s'est confirmé les 6 et 7 juillet au parc des sports de Trècheville à Abidjan. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan et Idelette Mirabel Bissou. Ambiance des grands jours au parc des sports de Trècheville où le public s'est déplacé en grand nombre les 6 et 7 juillet 2016. Dans l'arène réservée à la lutte traditionnelle, une quarantaine de lutteurs en provenance du Niger pour ce rendez-vous annuel. Parés de grilles et d'amulettes censées leur donner la force de terrasser l'adversaire, les lutteurs ont gratifié le public d'un bon spectacle. Lawali Dan Pambé, en ceinture rouge, a battu Chaibou Amadou. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas les mains qui font la différence, mais plutôt la solidité des appuis sur les jambes. Un moment d'inattention peut donc être fatal. L'important, c'est de surprendre l'adversaire. C'est ce qu'a réussi Yacouba Amadou, ceinture bleue et shorts blancs aux dépens de Mahama Baba. Son agilité lui a valu la victoire. C'est Dieu qui m'a donné chance et tombé mon frère. C'est toujours qui a fait. Toujours. Dans moi, c'est une semaine qui a levé. Maintenant, là, toujours été travail, matin, le soir. Abidjan, c'est comme chez moi. Ce n'est pas la première fois. Ça fait 8 ans que je viens ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Lorsque je viens, je suis comme chez moi. Je remercie tout le monde. J'ai la chance de pratiquer la lutte. Je m'entraîne beaucoup, mais il faut avoir la chance avec soi. Pour les organisateurs, cette compétition est l'occasion pour la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire d'apprécier personnellement les lutteurs qui ne se sont vus qu'à travers les médias. La lutte traditionnelle est le sport roi au Niger, selon Sidi Ousseni, un ancien lutteur désormais organisateur de compétition. La lutte là, c'est nos trucs là. Depuis nos Nigériens là, la lutte là, c'est nos sports. La lutte là, c'est nos sports. C'est ce que nous connaissons depuis au village là, au Niger là. Même dans le campement, quand tu vas trouver les gens qui entendent lutter, c'est un sport qui connaît, qui est là depuis. La lutte traditionnelle est le sport le plus populaire au Niger.
Dans tous les villages, les jeunes sont initiés à la lutte avant toute autre discipline sportive. Les règles sont simples. Il s'agit principalement d'utiliser sa force afin de faire tomber son adversaire pour que ses épaules touchent le sol. Ce samedi, les étalons juniors du Burkina Faso feront face aux Aiglons du Mali au stade du 4 août de Ouagadougou, la capitale burkinabé, comptant pour le 3e et dernier tour qualificatif de la CAN dans leur catégorie Zambie 2017. Les U20 burkinabés nourrissent l'envie d'obtenir la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations en réalisant un bon résultat ce samedi 9 juillet. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.